Il est 18 h ici à Rabat, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour d'infos. L'invitée culturelle Maria Daïf, directrice générale de la fondation Touria et Abdelaziz Tazi, l'usine, un cycle de projection cinéma démarré hier soir au centre culturel d'Usine, organisé en partenariat avec la Cinémathèque de Tanger. Puis dans le dossier du jour, Hanan Harat reçoit Zineb Sbatin, organisatrice déléguée de Polytech Maroc, qui s'est déroulée à Casablanca il y a quelques jours, avec comme invité d'honneur la Côte d'Ivoire. L'événement a rassemblé les professionnels des filières liées à l'environnement durable. Mais tout d'abord, voici les titres. En Espagne, la Catalogne s'enfonce dans la crise politique. Le procureur général de l'État espagnol a requis aujourd'hui des poursuites contre l'ensemble du gouvernement catalan destitué. C'est la deuxième étape dans la reprise en main par Madrid de la Catalogne. Et puis, chaque jour apporte son lot de révélations dans l'affaire Russiagate. Le procureur spécial enquêtant sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine a mis aujourd'hui en accusation 3 membres de l'équipe de campagne de Donald Trump, dont son ex-directeur Paul Manafort et un conseiller. On en saura plus dans ce journal. Puis au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta a remporté l'élection boycottée par son principal opposant Raila Odinga avec 98,26% des voix. C'est le chiffre annoncé aujourd'hui par la commission électorale. La participation est-elle en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août ? En ouvrant ce journal avec ces développements dans le Russiagate aux États-Unis, le procureur spécial enquêtant sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine a mis aujourd'hui en accusation 3 membres de l'équipe de campagne de Donald Trump, dont son ex-directeur Paul Manafort et un conseiller ayant menti sur ses contacts avec Moscou. Souhabou Taha pour les détails. Paul Manafort est poursuivi pour complot contre les États-Unis. L'ex-directeur de campagne de Donald Trump s'est rendu ce matin au FBI en compagnie de son associé Rick Gates. Il est mis en examen dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de novembre 2016. Selon le New York Times, le nom de Rick Gates apparaît sur des documents de sociétés domiciliées à Chypre et pour lesquels Paul Manafort aurait reçu des paiements en provenance d'Europe de l'Est. Paul Manafort a dirigé la campagne de Donald Trump jusqu'en août 2016, avant d'être contraint de démissionner après avoir été cité dans une affaire de corruption en Ukraine. Il aurait mené des activités non déclarées de lobbyiste et consultant, notamment auprès de l'ancien président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump est en tout visé par 12 chefs d'inculpation, dont blanchiment, fausses déclarations et non-déclaration de comptes détenus à l'étranger, a annoncé le porte-parole du procureur spécial de l'enquête russe. En janvier, les agences de renseignement américaines avaient conclu à l'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle en vue de favoriser la victoire de Donald Trump face à la candidate démocrate Hillary Clinton, notamment à travers une campagne de piratage, la publication d'emails démocrates embarrassants et des actions de propagande sur les réseaux sociaux. Des accusations jusqu'ici démenties en bloc par le Kremlin et Donald Trump. Les efforts internationaux se multiplient dans la lutte antiterroriste. Les États-Unis ont annoncé une aide de 60 millions de dollars pour venir en aide à la nouvelle force conjointe des 5 pays du Sahel. Cette aide devrait renforcer les capacités des partenaires régionaux de Washington dans leur lutte pour assurer la sécurité et la stabilité face à Daesh et aux autres réseaux terroristes. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson. Rappelons-le, le G5 Sahel est une force conjointe formée de 5000 soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie.
Au Maroc, maintenant, le Royaume organise une retraite régionale sur la migration. Elle s'est ouverte aujourd'hui à Skhirat et se poursuit jusqu'au 1er novembre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du mandat panafricain pour la migration confié au roi Mohamed VI. L'événement fait suite au projet d'un agenda africain pour la migration présenté par le souverain aux chefs d'État africains. C'était lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'objectif de cette retraite, entamer les consultations et rassembler les États africains et les principaux acteurs concernés pour décliner l'agenda africain pour la migration en une feuille de route africaine. Pour plus de précisions sur cette rencontre, nous sommes en direct avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Bonsoir, Monsieur Bourita. Bonsoir, Madame. Alors, le Maroc, au sein de l'Union africaine, est en charge de travailler sur la thématique de la migration. Quels sont les principaux axes de la vision marocaine de la migration ? Comme vous venez de le dire, bien sûr, Sa Majesté le Roi a été chargé par ses pairs africains pour coordonner l'action de l'Afrique sur la question de la migration. Vous vous rappelez qu'en juillet dernier, Sa Majesté le Roi avait soumis au président de l'Union africaine un papier de cadrage sur une vision africaine sur la migration. Et ce papier qui déclinait la vision royale à la fois en termes de diagnostic de la problématique migratoire en Afrique, mais en termes d'approche pour la gestion de cette problématique. Dans ce papier, Sa Majesté le Roi avait informé les chefs d'État africains de l'intention du Royaume d'organiser 2 événements. D'abord cette retraite, qui est un espace de dialogue entre des officiels, des académiciens, des organisations régionales et internationales, mais également des ONG. Et après, dans une prochaine étape, une réunion ministérielle pour formaliser l'adoption de cette vision africaine. L'objectif est d'enrichir le papier de cadrage, mais également qu'il y ait une sorte d'appropriation de l'ensemble des acteurs africains de la migration des éléments et des axes de cette vision. La vision présentée par Sa Majesté le Roi au chef d'État africain se décline en 2 grands axes. D'abord, un diagnostic de la problématique de la migration en Afrique. Et deuxièmement, une approche pour gérer cette problématique. Sur le diagnostic, Sa Majesté le Roi avait rappelé quelques réalités importantes en ce qui concerne la migration dans le continent. D'abord, que la migration africaine est essentiellement intra-africaine. Ça veut dire qu'il y a plus d'Africains, peut-être sur 5 Africains, 3 se déplacent au sein du continent africain et 2 seulement vont dans les autres régions du monde. Deuxièmement, il y a des pays africains, comme la Côte d'Ivoire par exemple, qui accueillent plus de migrants africains que l'ensemble du continent européen. Le continent européen ne représente que 12% de la migration africaine. Troisième réalité, c'est que la distinction entre des pays d'accueil, des pays d'origine et des pays de transit n'est plus de mise. Alors, Monsieur Nasser Bourita, en quoi le Maroc est-il un exemple aujourd'hui en termes de politique migratoire ? Pour développer une vision continentale, il faut d'abord qu'il y ait des politiques nationales. Et c'est pour cela que le Maroc est un exemple. Et d'ailleurs, dans le papier présenté, dans le document présenté au chef d'État africain, Sa Majesté insiste sur cette dimension. Pour développer une vision continentale, il faut des politiques nationales. Puisque la migration africaine est d'abord au sein des pays africains, puisque les Africains choisissent d'abord de s'installer dans d'autres pays africains, il est important que chaque pays développe sa propre politique nationale. Depuis 2013, Sa Majesté le Roi a lancé une nouvelle politique migratoire au Royaume. Et cette politique a permis une régularisation de près de 22 000 migrants dans sa première phase et une deuxième phase est en cours.
Cette politique a également permis une intégration et un effort d'intégration de ces populations au sein du système éducatif, du système de santé, au sein du système même de travail au niveau du royaume. Donc le Maroc présente aujourd'hui le modèle d'un pays qui a assumé ses responsabilités, qui a développé sa propre politique nationale et qui, si on a un ensemble de politiques nationales africaines généreuses, humanistes et solidaires, je pense qu'il serait plus facile de développer une vision africaine qui mettrait l'Afrique en position de force lors des discussions et des négociations avec ses partenaires internationaux. Alors, Monsieur Nasser Bourita, l'Afrique se donne-t-elle les moyens de gérer ses flux migratoires tant internes que ceux dirigés vers l'extérieur du continent? L'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique doit développer sa propre vision. L'Afrique décomplexée, c'est une Afrique qui s'assume. Et cette Afrique décomplexée, c'est une Afrique qui assume ses responsabilités par rapport à ses citoyens, par rapport à ses partenaires. Il est important que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. L'année 2018 sera une année diplomatique axée sur la migration. Il y aura bien sûr déjà à la fin de cette année le sommet UE-Afrique où la question migratoire sera à l'ordre du jour. Il y aura également le dialogue de haut niveau qu'organiseraient les Nations Unies en décembre 2018, probablement sur une terre africaine, et qui sera un événement important pour développer un consensus international autour de la question migratoire. Il y a aussi le Forum mondial sur la migration et le développement que le Maroc co-préside avec l'Allemagne et qui tiendra sa conférence au Maroc l'année prochaine. Donc autant d'échéances, autant d'événements qui exige de l'Afrique de parler d'une seule voix, de développer une vision et de renforcer sa position de négociation pour ne pas être seulement l'objet de ces conférences internationales, mais pour qu'il devienne un véritable acteur dans ce genre de débat. Merci beaucoup, Monsieur Nasser Bourita, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Maroc. Et on quitte le Maroc pour le Proche-Orient. On revient sur cette action rare depuis la guerre menée en 2014 à Gaza. L'armée israélienne a fait exploser un tunnel entre le sud de la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas et son territoire. 5 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël utilise une technologie révolutionnaire pour localiser les tunnels transfrontaliers. Le Premier ministre tient le Hamas pour responsable de tout acte contre Israël émanant de la bande de Gaza. D'autres tunnels sont par ailleurs utilisés dans cette bande à des fins de contrebande avec l'Égypte. C'est ce que précise Israël. Au Kazakhstan, c'est parti pour de nouveau pourparlers de paix sur la Syrie. Ils se sont ouverts aujourd'hui à Astana. Les participants discutent notamment de la situation humanitaire jugée de plus en plus préoccupante. Il s'agit du 7e round de ces négociations parrainées par la Russie et l'Iran, alliés de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles. Ces pourparlers ont abouti surtout à la mise en place de zones de désescalade dans plusieurs régions de Syrie. Cette nouvelle rencontre, qui se poursuit jusqu'à demain, prévoit des consultations à huis clos aujourd'hui et une déclaration à la presse prévue demain. La crise de la Catalogne se durcit davantage. Sans surprise, le procureur général de l'État espagnol a requis aujourd'hui des poursuites contre l'ensemble du gouvernement catalan destitué. C'est la deuxième étape dans la reprise en main par Madrid de la Catalogne, où une déclaration dite d'indépendance a été votée vendredi. Le gouvernement espagnol a donc mis la Catalogne sous tutelle en application de l'article 155 de la Constitution, jusqu'ici jamais utilisé. Pour en parler avec nous en direct depuis Madrid, notre correspondante Marie Bolinches. Bonsoir Marie. Bonsoir. D'abord, quelles sont les conséquences concrètes de l'application du fameux article 155 de la Constitution espagnole ?
Vous l'avez dit, dès vendredi soir, l'ensemble du gouvernement catalan a été destitué par Madrid. Concrètement, chaque ministère catalan est donc désormais géré par un ministère du gouvernement espagnol et le tout est piloté depuis Madrid en attendant la tenue d'élections régionales en décembre prochain. Le Parlement catalan a donc lui aussi été dissous. Ce matin, la présidente du Parlement catalan a donc pris acte de cette dissolution. Le chef de la police catalane, lui, a dû laisser sa place à son adjoint. Samedi, le président catalan a fait une déclaration extrêmement floue dans laquelle il a appelé ses partisans à opposer, je cite, une résistance démocratique à l'article 155, sans que l'on sache concrètement à quoi il faisait référence. En conséquence, les différents partis indépendantistes ont annoncé qu'ils participeraient aux élections. On peut donc considérer d'ores et déjà que Madrid a remporté une première bataille. Alors, Marie, coup de théâtre aujourd'hui, la Belgique pourrait offrir l'asile à Puigdemont. Qu'en est-il réellement ? Eh bien oui, l'annonce a surpris tout le monde ce matin. Carles Puigdemont et 5 de ses ministres ont pris un avion depuis Marseille, direction Bruxelles. On a appris que le ministère public les poursuivait pour rébellion ce matin, vous l'avez dit. Et dans le week-end, eh bien, le ministre belge de l'Intérieur avait évoqué cette possibilité pour son pays d'accueillir l'ex-président catalan. Or, il a été aussitôt désavoué par le Premier ministre belge Charles Michel. Ce soir, les nationalistes flamands ont confirmé que l'ancien président catalan se trouvait en Belgique dans un lieu tenu secret. Carles Puigdemont doit s'expliquer publiquement demain, mais on a du mal à croire que la Belgique pourrait accepter sa demande d'asile politique. Merci beaucoup Marie Bolinches pour toutes ces informations. Je vous rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Madrid. Et on quitte l'Espagne pour le Rwanda. L'heure est aux technologies de l'information et de la communication dans le pays. À Kigali, les autorités ont lancé un système de paiement des transports via carte numérique. Objectif de cette stratégie, lutter de manière efficace contre la fraude et booster le développement du pays. Le récit est signé Bobamba. Plus de paiement en espèces pour les bus au Rwanda. Un mode de règlement électronique des autocars, mis en place par une jeune entreprise locale, vient de voir le jour. À Kigali, où la plateforme a été lancée, cette formule garantira, selon les autorités, une meilleure qualité des services pour les usagers et pour les compagnies de transport. Ce que les gens ne voient pas, ce sont les données recueillies tout le long du processus qui permet de planifier et d'éviter les mauvaises choses comme les embouteillages, planifier un meilleur système de transport public, les informations basées sur l'utilisation de ce type de cartes. Un mode de paiement révolutionnaire, diversement apprécié des populations. Les cartes sont utiles et bien par rapport au système précédent de paiement en espèces. Le seul problème est qu'il n'y a pas assez de bus qui utilisent le système prépayé. Mais sinon, c'est une bonne chose. J'ai cette carte à puce, mais c'est mieux et plus facile de payer en espèces. Par exemple, ceux qui viennent de l'extérieur de Kigali, ils luttent pour utiliser ces cartes à puce parce qu'ils ne savent pas où les cartes sont vendues et où ils peuvent les charger. Et parfois, les gens craignent que ceux qui leur montrent comment charger les cartes les volent. Le transport au Rwanda vient de rejoindre les nombreux secteurs d'activité gagnés par la technologie. Enclavé et disposant de peu de ressources naturelles, le pays des 1000 collines s'est engagé à bâtir son économie sur les technologies de l'information et de la communication. Élection présidentielle au Kenya à présent. Le président sortant Uhuru Kenyatta a remporté l'élection boycottée par son principal opposant Raila Odinga. Et c'est avec 98,26% des voix. C'est le chiffre annoncé aujourd'hui par la commission électorale. La participation est, elle, de 38,8% des électeurs inscrits, en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août annulé par la Cour suprême pour irrégularité. On revient sur les résultats de ce scrutin avec notre correspondante à Nairobi, Charlotte Simonard. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Peut-on dire aujourd'hui que la victoire d'Ouro Kenyatta a un goût amer ? Oui, amer, puisque le scrutin a été largement boycotté à l'appel de l'opposition. Plus de 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. Et puis amer également, puisqu'une partie de la population n'a pas voté dans l'Ouest en raison des violences. 4 comtés, ça représente tout de même 9% du corps électoral. Alors, dès l'annonce des résultats, Uhuru Kenyatta s'est exprimé. Il considère que ce résultat n'est qu'une confirmation de sa victoire du mois d'août dernier et il se félicite de s'être soumis au processus électoral et d'avoir ainsi respecté
respecter la Constitution. Uhuru Kenyatta n'a jamais cité son opposant principal, Raila Odinga, dans son discours, mais il l'a tout de même évoqué avec un petit sourire en coin en disant qu'il s'attendait à ce que sa victoire soit une nouvelle fois remise en jeu par l'opposition qui, selon lui, retournera encore devant la Cour suprême pour la faire annuler. Laissons-les faire ce qu'ils veulent, a-t-il déclaré. Alors dans les rues, c'est la joie qui domine du côté des partisans du président sortant. En revanche, dans certains bidonvilles de la capitale, eh bien, des heurts éclatent déjà ce soir entre partisans de l'opposition et forces de sécurité. On s'attend à une nuit de violence dans certains coins du pays suite à l'annonce donc de ces résultats. Merci beaucoup Charlotte Simenard pour toutes ces informations. C'est la fin de cette édition. Le journal de l'économie, c'est dans quelques instants avec Salma Saïdi. Merci de rester avec nous.